Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un peu un habitué des lieux, donc pas besoin, je pense, de vous présenter. Mais j'aimerais bien que vous présentiez votre nouvel ouvrage, Vers un monde post-occidental. Alors tout d'abord, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est l'Occident? Parce que s'il y a un post-occidental, il y avait un monde occidental. Alors, mais tout d'abord, merci de votre invitation et ensuite, je vous remercie de poser cette question. Elle est fondamentale parce que dans mes livres, je commence toujours sur, en gros, expliquer les termes. Sinon, ça sert à rien de faire un titre et un sous-titre. Et donc, je montre ce qu'est l'Occident avant de montrer ce qu'est le post-Occident. Alors, l'Occident, déjà, il faut être d'accord sur l'expression. Est-ce que l'Occident, c'est l'Occident enraciné, chrétien? Certains disent judéo-chrétien, d'autres disent celto, gréco-latin, chrétien, etc. Peu importe, l'Occident enraciné. Enraciné dans une culture européenne, une religion qui a fait l'Europe, qui est la religion chrétienne. Cet Occident-là, comme on le sait, lors de la Constitution européenne, lors du projet de Constitution pour l'Europe en 2005, les racines de l'Occident, les racines chrétiennes, n'ont pas été acceptées. Giscard était à fond pour la reconnaissance des racines chrétiennes, mais l'Europe, depuis ces années en gros 2000, même dans des projets de type paraconstitutionnel, l'Europe n'a pas voulu décliner son identité. Et c'est ce que disait Sarkozy 2 ans plus tard, même si après il nous a refourgué finalement la Constitution européenne sous une autre forme. Sarkozy avait un petit progrès par rapport à Chirac qui avait refusé d'inscrire les racines chrétiennes dans l'identité européenne. Sarkozy disait souvent que l'Europe devait définir ses frontières et son identité, ce qu'elle n'est pas, et elle devait avoir une identité. Donc, on a depuis pas mal d'années un énorme débat qui oppose à l'intérieur de l'Occident ceux qui pensent que l'Occident doit être enraciné, et même s'il est libéral, il a des racines, il est libéral, il est pour les droits de l'homme, la démocratie, l'OTAN, tout ce que vous voulez, mais il vient de quelque part. C'est Giscard, c'est Sarkozy, c'est bien sûr beaucoup plus encore de Villiers, les identitaires, Zemmour, les identitaires pas au sens du groupuscule, mais au sens ceux qui sont pour l'identité. Et on a une deuxième école qui, elle, bien sûr, est anti-populiste, anti-souverainiste, qui en général est plutôt à gauche ou social-démocrate ou centre-gauche ou centriste ou aux États-Unis démocrate. Et c'est cette autre tendance qui est très présente dans les multinationales, qui finance souvent ce genre d'idées, qui est très présente dans les institutions internationales, multilatéralistes ou occidentales, de l'ONU à l'OCDE, qui est très présente dans le mainstream américain, dans le deep state américain, y compris même, bien sûr, dans les médias américains et dans le Parti démocrate américain. C'est la vision totalement déracinée où l'Occident n'est plus une civilisation. L'Occident n'est plus une civilisation qui vient d'Europe, qui est chrétienne ou qui a été gréco-latine, païenne et qui ensuite est devenue chrétienne. L'Occident n'est qu'un modèle offert au monde. L'Occident est un modèle qui est fondé sur le libéralisme économique, la démocratie très libérale, pas la démocratie populaire, mais sur la démocratie libérale, qui est fondée sur, bien sûr, l'OTAN au niveau stratégique. L'OTAN est la grande institution qui défend l'Occident, et elle est fondée sur le tandem atlantique, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, plus bien sûr les anglo-saxons, les fameuses Five Eyes. Cet Occident-là, il est stratégique avec l'OTAN et les organisations militaires. Il est culturel avec toute une pop culture très anglo-saxonne, ce qu'un grand sociologue américain appelait Macworld, Benjamin Barber, il a parlé de Macworld. Cet Occident-là, il est très droit de l'hommiste. On a inscrit dans toutes les constitutions les valeurs des droits de l'homme. Et en ce qui concerne l'Europe, il est normativiste. C'est un Occident qui produit des normes. Et l'Europe a remplacé la construction européenne, la Commission européenne, a remplacé l'identité par la norme. Donc en Europe, on a remplacé l'identité par la norme. Et aux États-Unis, cette interface oppose des globalistes qui ont fondé l'expression ordre international libéral fondé sur des règles, le fameux OIL, qui est le fil rouge de mon livre du début à la fin, l'OIL et ceux qui sont contre. Et l'OIL, ordre international libéral, et on ajoute souvent fondé sur des règles, lui, il pense que si on adhère à des normes décidées par les Américains et les Occidentaux,
on devient un occidental. L'idée, c'est que l'Occident, c'est le monde. C'est D'où un le ensemble de Japon règles. ou la Corée, c'est ça? D'où l'intégration de pays comme le Japon, D'où la Corée du l'intégration Sud. du Japon, qui est souvent mis dans la case Occident, d'où l'intégration de la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Alors du coup, beaucoup disaient que la Turquie devait rentrer dans l'Union européenne parce qu'elle était membre de l'OTAN, donc elle était occidentale. J'ai été un peu théorique, un peu long, mais il y a deux façons de voir l'Occident. En gros, l'Occident identitaire, enraciné, historique, ce que j'appelle civilisationnel, et l'Occident, d'autre part, normatif, atlantiste, droit de l'homiste ou démocratie libérale, qui lui est un espèce de modèle qui pourrait s'étendre à n'importe quel pays du monde. Et du coup, cet Occident-là, que Zinoviev, le grand dissident soviétique, ex-soviétique, anti-soviétique, Alexandre Zinoviev avait parlé, il avait nommé cela la supra-société mondiale. C'est ce deuxième Occident, qui n'est plus du tout l'Occident enraciné, en gros, il est devenu un mondialisme, si on veut employer un terme très clair pour nos auditeurs, un globalisme ou un mondialisme. Il a un projet d'unification planétaire et bien entendu, avec comme patron quand même en coulisses les États-Unis. Et c'est pour ça que John Hickenberry, qui a créé l'expression ordre international libéral, a souvent dit clairement, alors qu'il était un défenseur du système, il a dit l'Amérique est un empire et l'ordre international libéral permet à l'Amérique de survivre et de faire durer son empire en se masquant derrière une suprastructure mondiale. Et le problème, alors c'est un peu long, mais pourquoi j'ai dit tout cela? Parce que si l'Occident n'est plus un Occident enraciné qui a des frontières, des nations qui défendent leurs intérêts nationaux, si l'Occident c'est un système mondial, eh bien, qui gère des institutions internationales, qui contrôle aussi les Nations Unies. Donc, on ne fait pas rentrer d'anti-occidentaux ou de post-occidentaux dans les Nations Unies. Les 3 pays occidentaux des Nations Unies bloquent l'entrée de l'Inde ou du Brésil. Il y a aussi, bien sûr, des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale qui sont contrôlées par des Américains ou des Européens. On a l'OCDE qui est une institution occidentale. On a les lois extraterritoriales américaines ou européennes qui sont des lois occidentales, mais qui de plus en plus veulent s'imposer au reste du monde. Et on a l'OTAN, le bras armé de l'Occident, cet Occident OIL, qui lui a déclenché des guerres ou a participé à des guerres en dehors de sa zone naturelle. Et donc le reste du monde perçoit cet Occident global, hein, le deuxième Occident, celui qui n'est pas le vrai Occident, l'Occident globaliste, eh bien il est considéré par le reste du monde, à juste titre parfois, comme un cache-sexe d'un impérialisme occidental. Une fois qu'on a dit cela, le nouvel ordre post-occidental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un certain nombre de pays pensent qu'il faut bâtir un ordre alternatif à l'OIL. Qu'est-ce que l'ordre alternatif à l'OIL? C'est un ordre qui sera fondé sur les nations, les zones d'influence, les sphères d'influence, les doctrines Monroe de chacun. En gros, contrairement à la vision occidentale où des lois occidentales doivent gérer toute l'humanité, les pays du monde multipolaire pensent qu'ils ont droit à avoir leurs propres normes, leur propre conception du régime politique, démocratique, illibéral ou carrément pas démocratique. Les Chinois, par exemple, ou Singapour, deux modèles très différents. J'en parle beaucoup dans mon livre. Singapour avec Lee Kuan Yew et les fameuses valeurs asiatiques, qui ont été reprises par beaucoup de pays d'Asie et également par la Chine, eh bien, ces pays d'Asie, confucéens, taoïstes, post-confucéens ou confucéens, Samuel Huntington les appelait confucéens, ils pensent que les valeurs asiatiques sont spécifiques et que les valeurs de l'Occident n'ont pas à s'imposer en Asie et qu'elles sont même dangereuses parce qu'elles sont fondées sur l'individualisme, le consumérisme, l'hédonisme, le plaisir, le culte de l'ego, l'individu, alors que les valeurs asiatiques, elles sont considérées comme vertueuses, collectives, collectivistes, le groupe qui est supérieur à l'individu, le respect des hiérarchies, des harmonies, des ancêtres, des identités. Donc on voit bien que déjà les valeurs asiatiques et les valeurs occidentales s'opposent. On a aussi un autre bloc qui n'est pas du tout uni, mais qui est important, le bloc des 57 pays musulmans de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui eux veulent des valeurs islamiques face à l'OIL. Ils disent, nous voulons édifier un système où les pays musulmans auront leurs propres règles, leurs propres droits de l'homme, la Déclaration islamique des droits de l'homme de 1990, leur propre façon d'être démocrate ou pas, leur propre façon de défendre la famille contre des valeurs occidentales considérées perverses ou invasives ou acculturantes. Donc on voit bien qu'il y a les valeurs asiatiques d'un côté,
les valeurs du monde islamique de l'autre. On a aussi les valeurs africaines, que ce soit le nationalisme africain, le tribalisme africain ou le panafricanisme. On a toute une aspiration des pays d'Afrique à être amis parfois de l'Occident, mais ils ne veulent pas que l'Occident impose ses normes, ses valeurs, son déconstructionnisme. Beaucoup de ces pays d'Afrique, des pays musulmans ou d'Asie, ou même de plus en plus d'Amérique latine, ils voient l'Occident comme un virus qui en fait détruit tout sur son passage, puisque l'Occident est devenu non pas l'Occident, mais un globalisme en plus qui veut faire une sorte d'homme nouveau, fondé sur quelque chose qui est antipatriotique, anti-famille, qui est un homme nouveau, qui est totalement destructeur de toutes les entités traditionnelles, familiales, religieuses et nationales. Eh bien, le post-Occident, c'est quoi? C'est un ensemble de pays, et j'arrêterai avec cette définition du titre, un ensemble de pays qui ne sont pas forcément anti-occidentaux. Dans le post-Occident, il y a deux blocs distincts, qui ne sont pas des blocs uniques. Quand je dis bloc, c'est une commodité de langage. Le bloc Russie, Chine, plus les alliés Iran, Cuba, Venezuela, Corée du Nord. Là, c'est le bloc vraiment qui est prêt à en découdre avec l'Occident. Ils échangent des armes, ils aident la Russie à résister à l'OTAN dans la logique d'invasion d'une partie de l'Ukraine et d'annexion de plusieurs oblasts ukrainiens. Ça, c'est vraiment un bloc qui est prêt, qui est déjà presque en guerre déclarée avec l'Occident. Il se définit comme hostile à l'Occident et il n'a pas de rapport d'amitié ou d'alliance avec l'Occident. Dans les meilleurs des cas pour la Chine, ce sont des rapports de coopération économique. Et on a un autre bloc. Donc, premier bloc, c'est l'Occident. Deuxième bloc, c'est le bloc anti-Occident, Russie, Chine et alliés. Et le troisième bloc, c'est un bloc indifférent qui, lui, peut être composé de gens un peu occidentaux, certains régimes, par exemple d'Afrique, etc., ou comme l'Algérie, certains pays musulmans, assez minoritaires d'ailleurs, mais c'est surtout des pays indifférents ou qu'on appelle non alignés, comme l'Inde, ou multi-alignés. Et ces pays-là, ils tirent leur marron du feu, ils tirent leur épingle du jeu. L'Inde est un très bon exemple d'ailleurs. Pardon ? L'Inde est un très bon exemple, justement. Je pense que l'Inde est un très bon exemple. J'en parle beaucoup dans mon livre, dans 2 chapitres différents, dans le 5e et le 6e, qui sont des chapitres qui parlent beaucoup des conséquences de la guerre et des sanctions, et aussi de la nouvelle diplomatie qui s'installe avec l'émergence des BRICS, de l'OCS, mais aussi du sommet Russie-monde musulman, et de la diplomatie active, très très active, de la Chine et de la Russie en Afrique, pour essayer de développer un soft power alternatif à l'Occident, et pas uniquement des associations ou des milices ou des accords d'armement ou de livraison d'armes pour sécuriser des régimes. Donc tout ce qui se passe est très intéressant. C'est un défi, certes, qu'il va falloir relever. Ça va être très compliqué pour l'Occident, mais l'Occident identitaire, c'est-à-dire les nations d'Occident, les nations européennes, si elles reprennent conscience de leurs intérêts immédiats, ne voient pas forcément ce nouvel ordre en train de se mettre en place. Je ne dis pas qu'il est déjà en place, hein, mais les anti-occidentaux et le bloc des non-alignés ou multi-alignés, le ministre des Affaires étrangères de Modi en Inde parle souvent de multiplex, une multiplicité de systèmes de valeurs, et en même temps c'est complexe, c'est à la fois multipolaire et complexe. Cette expression, je l'emploie beaucoup dans le livre, elle est très intéressante. Le monde qui est en train de s'installer, ce sont des rapports fondés sur la réelle politique, ce sont des alliances non contraignantes, et le leitmotiv de ces pays qui veulent un système alternatif, mais ils ne veulent pas un ordre homogène. L'Occident a essayé de créer un ordre homogène où on punissait les régimes qui ne sont pas démocratiques et on allait récompenser les régimes démocratiques, enfin quand ça nous arrange, parce que parfois c'est pas des régimes démocratiques, c'est quand même nos alliés. Alors j'ai juste une question. Et le reste du monde, voilà, veut un ordre diversifié. J'ai juste une question pour qu'on revienne aux prémices de ça. Avril 91, chute de l'URSS, Oui. Fin de l'URSS, non pas chute, la chute était Oui. programmée bien avant, mais fin de l'URSS, fin des 2 blocs, hégémonie occidentale partout à travers le monde. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quel est l'élément déclencheur qui met fin à cette hégémonie occidentale? Parce que si on passe dans le post-occidental, c'est qu'il y a un élément déclencheur. C'est quoi l'élément déclencheur selon vous? Alors, l'élément déclencheur, on peut dire que c'est le malentendu Russie-Occident qui commence dans les années 2007-2008 avec la crise géorgienne
et la volonté de l'OTAN de faire entrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN, parce que c'est la politique de porte ouverte de 2007, qui suit de peu le fameux discours de Poutine qui dit maintenant on arrête tout ça, sinon ça va mal finir. Donc 2007-2008, c'est vraiment les 2 années charnières. Ça, c'est l'élément déclencheur qui fait que la Russie va prendre la tête du défi ouvert à l'Occident, ce que même la Chine n'osait pas faire. La Chine, elle était très prudente parce qu'elle voulait assurer sa croissance et ne pas être en bisbille avec l'Occident, tout en construisant déjà un ordre non occidental. Mais la Chine est rentrée en conflit global direct à partir de 2008, crise de la Géorgie, qui a été gelée, remise à plus tard par Sarkozy. C'est peut-être ce que Sarkozy a fait de mieux en politique internationale. Il a réussi à avoir une déconfliction et du coup, le conflit en Géorgie ne s'est pas amélioré, mais il n'a pas empiré. Les 2 régions séparatistes sont restées en statu quo, avec certes, c'est gênant pour la Géorgie de ne pas contrôler 2 régions séparatistes. Elles sont sécurisées par les Russes, mais on en est resté là et la Géorgie a repris langue avec les Russes et maintenant est en assez bon rapport pour l'instant avec les Russes. Et donc, l'élément déclencheur, ça a été bien sûr la suite de tout ça, cette politique d'expansion de l'OTAN, mais pas uniquement de l'OTAN, des missiles de l'OTAN, des systèmes d'armes de l'OTAN et de l'ingérence des pays occidentaux, UE et États-Unis, notamment depuis la révolution orange 2005 jusqu'à l'aboutissement en 2014, suite à la reprise de contrôle d'un soi-disant pro-russe en 2010 en Yanukovych en Ukraine. Les Occidentaux ont énormément investi, même en argent, pour aider à un coup d'État qui a fait partir, exilé littéralement, qui a fait quitter le palais présidentiel. Le président élu en 2010, pro-russe, supposé pro-russe, Yanukovych, a été défait par une révolution qui est devenue violente et qui a été le fruit en grande partie d'une ingérence occidentale absolument manifeste. Ceci a été la rupture qui a fait que la Russie a dit « je vais rentrer frontalement en guerre contre ce système, en annexant la Crimée pour pas que les bases militaires russes de Crimée soient annulées, parce que c'était quand même la Crimée avait été donnée à l'Ukraine en échange du fait que l'Ukraine acceptait presque éternellement un avant-poste militaire russe en Crimée. On connaît la suite, je ne vais pas faire toute la suite des événements avec la guerre, beaucoup l'ont fait, mais il y a un événement déclencheur, mais il y a un fond. Le fond, le terreau favorable, c'est que, entre-temps, la Chine, qui était un pays méprisable pour beaucoup d'Européens et d'Occidentaux, qui produisait pour rien, mais qui était encore un pays où beaucoup de gens mouraient de faim dans les années encore de 1970, il y a encore des gens qui mouraient de faim en masse, enfin, ou qui étaient extrêmement pauvres. Il y a encore beaucoup de pauvres, mais la Chine, elle n'avait pas du tout l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des villes comme Shanghai ou comme Shenzhen qui sont entièrement robotisées, qui sont ultra en avance. On a l'impression, nous, d'être les ploucs quand on va là-bas. C'était pas le cas dans les années 70. Donc, ces pays, entre-temps, ont développé leur PIB jusqu'à devenir le premier PIB au monde, puisque en parité de pouvoir d'achat, la Chine a dépassé les Américains. Les Américains sont à 37 000 milliards de dollars et les Chinois doivent être à 40 000 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat, donc 40 trillions. Et c'est quelque chose de gigantesque. Les Indiens seraient passés à la 3e position avec un PIB un peu plus de 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire légèrement un peu plus, donc légèrement au-dessus de la France et au-dessus de l'Angleterre. Et l'Inde, en parité de pouvoir d'achat, alors là, elle est plutôt l'équivalent de 7 000, voire 8 000, 9 000 trillions. Donc en fait, la Chine, l'Inde, mais également la Russie, qui passe de 20e à 4e ou à 5e, Bloomberg a dit maximum, le pire des cas, 6e, on voit que ces pays sont beaucoup plus importants que ce que l'on croyait. Alors, ils ont pris de l'importance parce qu'on a délocalisé chez eux, pour l'Inde et la Chine. Entre-temps, le fait de délocaliser chez eux a créé chez eux une industrie et ils sont devenus forts, donc le monde a changé. Alors justement, c'est là où j'allais en venir. Même si j'aime pas beaucoup ce terme, comment se fait-il que l'Occident aujourd'hui se tiers-mondialise? Même si je n'aime pas ce terme, encore une fois, tiers-mondialisme, ce que j'entends par tiers-mondialisation, c'est la baisse du niveau de vie. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des villes qui sont totalement robotisées, Shanghai et autres. On peut même parler des Émirats qui sont en train de se développer. Donc, tous ces pays, effectivement, qu'on méprisait un peu en tant qu'Européens parce on avait un cadre de vie bien meilleur qu'eux. Comment se fait-il qu'on ait laissé passer le wagon comme ça devant nous? Alors, comment se fait que le train soit passé, qu'on l'ait même pas pris en marche?
et qu'on n'ait même pas regardé les horaires du train, si Alors, j'allais dire. j'aime beaucoup cette question parce que c'est le chapitre 7, c'est peut-être pour moi le plus important. Dans le chapitre 7 du livre, j'explique quelque chose qui est vraiment, c'est pas un jugement de valeur ou un mépris pour mon propre camp, puisque je suis quand même du camp occidental. J'ai même été fonctionnaire français pendant des années et j'ai toujours été fier de défendre ma civilisation. Mais je dois reconnaître avec tristesse que un exemple, parce qu'il n'y a rien de mieux que les exemples pour expliquer une idée, nous sommes devenus 27e ou 28e en mathématiques. Le pays qui a eu les plus grands mathématiciens il y a un siècle est 27e. Nous sommes après plusieurs pays du sud global. Le premier pays aujourd'hui en mathématiques, c'est Singapour, numéro 1. Un exemple qui va parler à nos auditeurs. J'étais à un mariage récemment dans le sud de la France et nous avons rencontré une dame qui est une dame normale à Singapour, cadre moyenne, mais enfin c'est pas non plus, voilà, c'est pas l'ultra élite, c'est pas le bas peuple, c'est une Singapourienne normale. Et elle me disait que quand sa fille est arrivée dans un pays dont elle parlait pas la langue, au bout d'un an, elle s'ennuyait en cours. Le niveau était si bas qu'elle s'ennuyait en cours. Elle a dû passer 2 classes pour arriver à son niveau en physique, mathématiques, etc. Et elle a été convoquée, la maman, parce que sa fille était tellement douée, surdouée, qu'elle déstabilisait la classe des gens qui sont moins doués qu'elle. On a l'impression presque d'être dans Orwell, et elle a dû changer d'école. On l'a pas virée, mais elle a dû changer d'école parce qu'apparemment, on lui faisait comprendre que sa fille était un trouble-fête. Elle était tellement douée qu'elle complexait les autres. Donc la reversion de la culpabilité. Elle est C'est devenue coupable alors qu'elle est ouais. la victime, quoi. Alors que la maman me disait, mais je suis révoltée, à Singapour, elle aurait été une élève normale. Ça veut dire qu'une élève normale, qui n'est pas de l'ultra-élite, qui est quelqu'un de basique à Singapour, a un niveau de mathématiques au moins de 2 ans d'avance sur une école qui n'est peut-être pas Henri IV, mais un lycée, un bon lycée en France. C'est assez stupéfiant. Alors c'est très concret, ça fait un peu personnel, mais ce témoignage nous a sidérés, on était plusieurs à l'écouter, et la fille était là, effectivement, quand on posait des questions, c'est autre chose que même certains de mes étudiants de 23 ans. Et on était quelqu'un qui avait, je crois, 13 ans, 13-14 ans. Et donc ça vous montre l'idée du déclassement. Alors cette tiers-mondialisation ou tiers-mondisation, comme vous dites, je comprends que vous n'aimez pas trop employer ce terme parce que certains peuvent même croire que c'est un peu pas raciste, mais méprisant envers le Sud. C'est pour ça que moi, je prends souvent un terme qui est plutôt d'un pays du Sud. Je parle souvent de syndrome d'argentinisation. Dans une émission en Italie récemment, j'ai dit que la France était en danger d'argentinisation. Pourquoi? L'Argentine était un pays qui faisait, moi, y compris dans ma famille, nous avions quelques cousins lointains siciliens qui rêvaient d'émigrer en Argentine. D'ailleurs, beaucoup d'immigrés italiens, le plus grand rêve, c'était Argentine. Déjà, argent, ça faisait penser à argent. Et l'Argentine, c'était le pays de Carlos Gardel, Charles Gardel, un Toulousain qui a créé le tango. C'était le nouveau monde de l'époque. On était un Toulousain, on devenait un Argentin. C'était le rêve américain des Latins. Et l'Argentine avait un niveau de vie extraordinaire. La classe moyenne vivait bien. Il y avait beaucoup de syndicats, beaucoup de protection il y avait des droits très novateurs pour les ouvriers, dont sont beaucoup nostalgiques les ennemis de Milei. Et l'Argentine, elle est passée d'un pays, donc déjà qui a tout. Ils ont tout en bovins, en ressources agricoles, en céréales, et ils ont pratiquement toutes les matières premières dont un pays peut avoir besoin, y compris de l'énergie, y compris de l'uranium. Ils ont absolument tout, et c'est devenu un pays pauvre. Un pays pauvre, peut-être pas dans l'absolu, mais c'est un pays qui a énormément été paupérisé. Et parce qu'il a vécu sur son acquis, vous savez que ce qui est comparable entre le français et l'argentin, c'est la grandeur et l'idée qu'il a de lui-même. Il a vraiment l'impression qu'il est la crème de la crème. Mais le danger, quand on croit qu'on est la crème de la crème, à un moment, on peut se reposer sur ses lauriers. Et moi, je crois que c'est ce qui pend au nez des Occidentaux en général. Et dans le dernier dans le dernier chapitre de mon livre, j'ai une raison philosophique et sociologique. J'explique que l'OIL, l'Ordre international libéral des démocraties occidentales, il est fondé sur notamment un élément très important, une démocratie libérale qui donne satisfaction de manière démagogique toujours plus à l'individu roi. L'individu roi, pourquoi? Parce que ces démocraties sont également ce sont également des pays fondés sur le consumérisme.
parce que c'est les multinationales, c'est les pays du consumérisme, c'est les pays qui ont créé le marketing et la société de consommation. Quand vous êtes dans une société de consommation, avec des régimes politiques de plus en plus démagogiques qui vont toujours plus loin dans la satisfaction de l'individu roi, avec des droits toujours supplémentaires, avec le droit y compris de pas travailler, d'où les 35 heures, il y avait que la France qui pouvait créer les 35 heures, avec le droit, je crois que même quelqu'un avait fait une proposition de loi pour des semaines à 3 jours, etc. Ouais. On est dans une société qui est de plus en plus feignante, en fait. D'ailleurs, dans les banlieues que vous connaissez bien, ou pas celle de Paris, mais j'ai aussi passé une partie de mon enfance dans des cités, dans beaucoup de cités en France, les gens de population origine étrangère appellent souvent le native, l'autochtone blanc, le fragile. Et cette expression fragile, elle m'intéresse beaucoup. L'occidental est devenu fragile. Il est plein d'états d'âme. On le voit dans la télé-réalité, des états d'âme sexuels, des états d'âme identitaires, des états d'âme individualistes, des états d'âme consuméristes. Il est devenu un être très affaibli psychologiquement et surtout habitué au non-effort. Puisque nous sommes des sociétés hédonistes. C'est le confort qui mène à ça. Et le non-effort. Et une société qui est hédoniste, fondée sur la consommation et surtout la société du loisir. Toujours plus de loisirs, de plaisir et de consommation. Forcément, ça fait des gens structurellement feignants. Et je ne les accable pas. Moi, je vois mes étudiants. Je n'ai pratiquement aucun étudiant qui fait du travail personnel. Je ne leur en donne même plus. On fait des exercices, mais on ne donne plus de travail à faire pour la semaine prochaine parce qu'on sait d'avance que ça ne sera pas fait, sauf si c'est un test. Alors là, il y a l'enjeu de la note. C'est-à-dire, on a des sociétés qui ne sont plus capables de l'effort. Regardez la difficulté qu'on a à trouver des plombiers français, des plombiers européens. On a en plus totalement dévalorisé tout ce qui est métier où l'on transpire. À part pour le sport, l'homme blanc européen ne veut plus transpirer. Il veut transpirer que pour le sport parce que là, ça va le rendre beau. Donc là, c'est pas mal. Ça va être l'esthétisme. Ça, c'est un peu la seule chose qui reste. Mais surtout pas d'effort. D'ailleurs, un jeune occidental de famille non prolétaire, et même parfois prolétaire, il veut être successful, il veut avoir du succès, beau, intelligent, plein de succès, plein d'argent, avec bien sûr le plus beau couple qui soit, et tout cela sans effort. Et donc, structurellement, cette société anarchisante, parce que c'est une société anarchisante, quand l'individu roi et son culte du plaisir, de l'effort et du désir, son culte de l'effort, son culte du plaisir et de l'hédonisme et du désir, voilà, je voulais dire du désir et de l'hédonisme, fait qu'il n'est plus capable de produire quoi que ce soit. Et donc, je vois un élève occidental, américain, européen, italien, français, moyen, comparé avec un Sud-Coréen, avec un Singapourien, ou même un Chinois de la plupart des villes de Chine, ce n'est absolument... Et même par rapport à un Biélorusse ou à un Russe, j'ai été étonné, dans des sociétés russes que vous connaissez aussi, des sociétés post-soviétiques, j'ai été étonné depuis 30 ans que j'ai fait de l'enseignement, toujours d'une manière ou d'une autre, j'ai été frappé que les pays qui viennent des régimes communistes, ex-soviétiques, ou même de Cuba, même un pays comme Cuba, un étudiant cubain, c'est assez rare, hein, peut faire rougir un Européen. Ça veut dire que nous sommes déclassés par des Cubains, des Vénézuéliens, des Biélorusses, des Polonais déjà il y a 30 ans au sortir de l'Union soviétique. Les Polonais, le niveau d'un bachelier polonais qui sortait de l'Union soviétique était 3 fois supérieur au niveau d'un bachelier français. Il y avait déjà eu une dégénérescence à l'époque, il y a 30 ans. Donc voilà, pour conclure, j'exprime l'idée suivante dans le dernier chapitre de mon livre. L'Occident libéral, qui est devenu un système démocratique de type démagogique, nous rappelle ce que disait Platon. Platon disait que Aristote, il avait comparé tous les régimes, chaque régime a sa perversion. La démocratie peut passer en démagogie, bien sûr la monarchie en tyrannie, et l'aristocratie en oligarchie. Nous sommes dans une version démagogique de la démocratie, nous sommes dans une démocratie finissante où on est dans la démagogie à l'état pur et l'idée c'est d'aller dans le sens d'un peuple qui est toujours plus dans la facilité et l'assistanat. C'est pour ça qu'on a une dette énorme parce que on n'est plus capable de demander de se retroucher les manches, de travailler plus,
On ne peut que promettre des choses impossibles à promettre. Donc du coup, on fait de la dette. La dette, c'est le résultat du fait que on ne peut plus demander aux gens de faire des efforts. Et tout cela est une spirale qui va à un moment exploser. Alors, La dette va exploser et à un moment, il faudra qu'on se retrousse les manches. Mais ça va être compliqué parce que quelqu'un qui est en arrêt, qui est en arrêt pendant très longtemps, il a du mal ensuite à redevenir un travailleur. Quelqu'un qui est dans le mode effort minimal pendant très longtemps, c'est très difficile de devenir comme un Singapourien, travailler 10 heures par jour, faire 15 heures de devoirs minimum, même 30 heures de devoirs par semaine à la maison, en plus de 10 heures par jour à l'école, plus le sport, plus le cours de piano, plus le cours de violon. Alors là, on a un décalage total. Et aujourd'hui, on n'a que Harvard, Henri IV, quelques écoles d'excellence ou universités d'excellence, bien sûr Oxford. On a quelques lieux d'absolue excellence où on n'est pas au même niveau qu'aux Singapouriens, mais on tient la route. Par contre, le culte du bac pour tout le monde a fait qu'en dehors de quelques lycées d'excellence, on a une masse de ce que j'appelle diplômés ignorants. On donne des diplômes à des gens qui sont en fait des ignorants. Leur niveau est extrêmement bas en mathématiques, en littérature, en phraséologie, en grammaire, en histoire, en géographie. Des gens qui ne connaissent même pas leur passé, sont même pas capables de dessiner des cartes. Avant, quelqu'un qui avait un certificat d'études pouvait dessiner l'Europe avec les contours pas trop mal. Donc tout ça, c'est fini. Et donc forcément, j'en reviens avec votre question, l'Occident n'est plus capable aujourd'hui de tenir tête aux pays qui ont encore un culte de l'effort et un sens du collectif. Et donc ça, c'est structurel. Nous sommes devenus une sorte de civilisation anarchique qui produit de la déconstruction. Et c'est pour ça que moi, je ne vois pas le wokisme et le LGBTisme comme quelque chose de nouveau ou de vraiment révolutionnaire. Je le vois comme l'aboutissement le plus caricatural d'un processus qui était déjà là. À l'époque de Giscard, déjà, on avait des hommes politiques qui voulaient faire Jones. On avait déjà des classes politiques qui voulaient faire de la démagogie. On se rappelle aussi de Fabius, avec le culte de l'avortement, que l'on montrait comme quelque chose de formidable, pratiquement comme un programme politique, quelque chose qui doit être finalement laissé à chaque individu, qui doit être un extrême, quelque chose d'inévitable dans des circonstances, est devenu, on a même panthéonisé, on a constitutionnalisé maintenant ce phénomène de l'avortement. On a fait pareil avec les jeunes, toujours promettre beaucoup plus de loisirs et de non-effort à la jeunesse. Donc on est dans une phase finale. Alors, des démocraties libérales qui sont devenues auto-déconstructrices, et le wokisme et le LGBTisme ne sont que l'extrémisation d'un libéralisme libertaire qui a commencé à peu près en 68 et qui est devenu, en 68, c'était un extrême. Vous savez, William Reich, le fameux idéologue de 68, l'homme qui a écrit La Révolution sexuelle, qui prônait l'amour de groupe entre adultes et enfants, quelqu'un qui était pour une société ultra permissive, ultra libertaire. Il était minoritaire en 68 dans son pansexualisme, le tout sexuel. Aujourd'hui, il a pratiquement triomphé. Aujourd'hui, si vous voulez, on est dans l'aboutissement d'un processus qui a commencé en même temps d'ailleurs que lorsque l'Église est passée d'une Église traditionnelle à Vatican II. On a eu une période, années 60-70, où on est passé d'un monde traditionnel à un monde libéral, qui est devenu de plus en plus libéral-libertaire et maintenant qui est devenu totalement déconstructeur. Et le reste du monde voit l'Occident comme quelque chose de déconstructeur. S'il n'y a pas que les populistes ou l'extrême droite ou les cathotradis ou les islamistes ou les juifs traditionnalistes qui seraient contre le wokisme, aujourd'hui, le monde entier voit cette déliquescence, cette fragmentation et cette rébellion contre un ordre hiérarchique, traditionnel, hétérosexuel, familial et patriotique, en gros, toutes ces valeurs, famille, nation, patrie, etc., sont battues en brèche et sont considérées comme en danger dès lors qu'ils sont sous l'influence de l'occidentisme. Donc nous sommes devenus, pour beaucoup de nations, un danger civilisationnel. Alors tout à l'heure, on parlait d'un des éléments déclencheurs qui était le conflit russo-ukrainien. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un autre acteur et peut-être un autre élément, c'est les États-Unis et l'élection de Donald Trump. Vous l'avez dit, on est français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de la France avant tout. Bien sûr, oui, parce que c'est là où je vis. Oui. Est-ce que nous, Français, finalement, n'avons pas été les dindons de la farce de cet Occident? C'est-à-dire qu'on a vendu ce modèle, qu'on a contribué à la propagation de ce modèle,
On a propagé ce modèle, mais est-ce qu'on a finalement gagné quelque chose à faire ça, à s'américaniser et promouvoir effectivement cet Occident? Est-ce qu'on nous on a gagné ou est-ce qu'avec l'élection de Trump, on a marqué la fin des négociations entre l'Europe et les États-Unis? Je pense qu'on a beaucoup perdu parce que quand vous perdez le patriotisme et que vous préférez la patrie de l'autre à la vôtre, bah, vous achetez ces produits. Du coup, nous n'achetons pas des films européens ou français. Nous ne faisons plus beaucoup de coproductions franco-italiennes comme c'était le cas à l'époque de Lino Ventura. J'étais récemment en Italie et je voyais l'affiche de Tonton Flingueur avec un titre italien. On voyait Lino Ventura, puis le nom d'un autre acteur qui était d'origine italienne. On avait l'impression que c'était un film italien. C'était un film qui est très franchouillard en France. Et c'est avec le saucisson et l'alcool à un moment, là, ça fait très franchouillard. Mais en Italie, ça fait très italien. On était encore capable de faire des choses locales, quelque part un peu identitaires, avec ça, enracinées et de très bonne qualité et qui a eu un grand succès. Nous sommes plus capables de faire ça. Comme les costumes. Comme les costumes. Quand on disait ça, j'ai un costume italien, c'était un gage de qualité. Maintenant, vous voyez, moi quand je suis souvent à Rome, dans les rues où il y a les grandes marques, c'est absolument effrayant. Les grandes marques italiennes, celles qui sont vraiment les plus chères, dans Via del Corso, etc. Eh bien, vous voyez des grandes marques italiennes qui jadis faisaient des beaux costumes avec des belles épaules bien dures, vous savez, des épaules quoi, comme les costumes de Chirac qui élargissent, qui font. Maintenant, vous avez que des vestes qui ressemblent à des survêtements, des vestes molles, tombantes. C'est la société liquide. On le voit même et ça c'est très américain parce que l'Amérique, elle a remplacé la convivialité d'un repas avec un verre de vin et un plat par quelque chose qu'on mange debout. On boit debout, on peut manger en marchant. On a un sandwich qui dégouline un peu, bon, mais on l'enveloppe un peu d'un mouchoir, et on bouffe en marchant. On boit un énorme café monstrueux qui n'a aucun goût, qui est un jus de chaussette, mais dans un espèce de gros bocal, et on voit tous ces zombies qui veulent même pas s'asseoir pour boire comme des latins, comme Manceau. Tout ça, ce sont les américanisations de l'esprit, et vous remarquerez que maintenant, dans beaucoup de restaurants, même bobos, même franchouillards, dans un bon quartier français, vous avez le burger corner, ou l'endroit du menu où on propose un burger. C'est-à-dire qu'il y a une McDonaldisation, même du restaurant bien franchouillard, ils vous mettent un burger. Vous avez un menu, il y a un tiers, c'est les burgers. J'ai remarqué dans le 17e, dans tous les quartiers bobos, dans les brasseries où pourtant on a encore du saucisson, du vin rouge, il y a le burger. Donc il y a une burgerisation, une McDonaldisation, une Macwordisation de toute l'Europe, parce que l'Amérique a réussi, il faut avouer que là, elle est très forte. L'Amérique n'a pas besoin d'annexer les territoires comme la Russie, elle annexe des mœurs, des cerveaux, des consommations. Et donc, elle fait de vous un Américain tout en étant un Français. C'est pour ça qu'on a Van der Leyen, qui rêve d'être un jour secrétaire général de l'OTAN ou employé par une grande compagnie internationale, comme son mari l'est déjà d'ailleurs. Eh bien, elle faillote auprès on a des élites qui structurellement ne peuvent plus défendre les intérêts les intérêts européens, parce que structurellement, leur intérêt, c'est de défendre l'Amérique. Et regardez un exemple que je vois avec mes étudiants. Je n'ai jamais vu un seul de mes étudiants avec un drapeau, même de leur propre pays, même les plus nationalistes des Algériens ou des Chinois, ils n'ont jamais le drapeau chinois ou algérien sur leur cartable. Mais j'ai très souvent vu des étudiants de toutes origines avec le drapeau anglais et le drapeau américain. Pour ceux qui nous écoutaient, je suis sûr que vous avez très souvent vu un t-shirt, une mode, un cartable, un autocollant, affiché très fièrement. Souvent, c'est les t-shirts ou les cartables quand vous étiez à l'école et on voyait un drapeau américain sur le bureau, le cartable de quelqu'un ou sur le t-shirt ou la chemise. Vous ne verrez jamais la même chose avec le drapeau français. Donc, quand une société a réussi à intégrer le drapeau des anglo-saxons. Et pourquoi je dis des anglo-saxons? C'est pas que l'Amérique, hein. Ce sont les anglo-saxons qui contrôlent l'OIL, l'ordre international libéral. Ils ont imposé leur dollar avec les sanctions internationales, avec l'obligation d'acheter des matières premières en dollars. Ils ont imposé leurs mœurs avec on mange et on boit debout. Ils ont imposé leurs cigarettes à la libération, ce qui n'a pas forcément arrangé la santé des Européens, mais surtout, on aurait pu produire nos propres cigarettes. Mais ce qui fait classe, c'est les cigarettes américaines. Vous proposez une gitane, les gens préfèrent quand même Lucky Strike ou Marlboro, ça fait plus classe, ou Camel, etc. Et on voit bien que même nos jeunes, quand on voit l'Eurovision, quand on voit même le festival de San Remo,
qui était le festival de l'italianité avec Toto Cutugno pendant des années, Ricchi e Poveri. Maintenant, vous voyez un rassemblement d'américanisés. Ce sont des types avec des longs cheveux, des t-shirts hirsutes avec des habits qui sont le contraire de la classe italienne. On chante en anglais ou on chante en italien, mais à la mode rap ou soul, avec les vocalisations soul qui sont très belles. C'est ceux qui font le negro spiritual, qui viennent de ce milieu-là, mais qui ne sont pas la façon de chanter européenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je m'intéresse à la musique, nos jeunes, quand ils chantent, ne sont même plus capables de chanter avec les intonations, les harmonies et les rythmes et les timbres que nous avions en Europe pendant peut-être 3000 ans depuis que les Grecs ont inventé la plupart des harmonies. Maintenant, vous avez les gens, ils vont vouloir faire des intonations à la blues, à la jazz. Ils ne sont plus capables de faire des prolongations, comme on fait en voix, mais à l'européenne. C'est-à-dire que nous sommes américanisés dans notre substantifique moelle, sans même parler correctement anglais. Ça, c'est le pompon. Ce qui est formidable, c'est ça. C'est-à-dire on ne parle pas bien anglais, mais on est totalement américanisé. On a des stars américaines. Quand il y a un karaoké, je vois aujourd'hui, moi j'aime beaucoup tout ce qui est chanté, etc. Mais je vois même quand j'ai plein de franchouillards, que j'ai que des Français, la plupart chantent, à part ceux qui ont plus de 50 ans, on les voit chanter le dernier tube de Lady Gaga, même si c'est très joli, etc. Donc voilà, pour vous répondre, on peut pas faire du français et acheter français quand on rêve d'acheter américain, quand on rêve d'acheter... Alors, soit on achète chinois parce que c'est moins cher, soit pour des produits culturels, on va acheter américain parce que c'est la classe et parce que ça fait ringard d'acheter des produits européens. D'ailleurs, dans la négociation, je conclurai là-dessus, dans la négociation commerciale entre Van der Leyen et Trump, durant l'été 2025, on n'a pas inclus les services. Ce qui est fou quand même, parce que le déficit commercial de la balance commerciale américaine, la balance des paiements américaine, le déficit était important en général, mais si on incluait tous les services, l'audiovisuel, le cinéma, tout ce qui est les musiques, tout ce qui est vendu à nos radios pour mettre de la musique américaine 24 heures sur 24, si on incluait tout ça, mais aussi les applis, mais aussi Google, mais aussi toute l'économie, aussi de Uber et de toutes les applis américaines, si on inclut tous les services, il n'est pas certain que l'Amérique soit en déficit. Mais on ne l'a même pas inclus, parce qu'on n'est même plus capable dans une négociation, contrairement à l'Inde qui a résisté, à la Chine, et même l'Indonésie a résisté, on n'est même plus capable de défendre nos intérêts, parce que quand vous êtes dénationalisé dans votre tête, vous n'avez plus la possibilité, c'est structurel et c'est intérieur. Vous avez intériorisé, pour reprendre la rare expression que j'aime de Bourdieu, vous avez intériorisé les rapports de force imposés par l'ennemi. C'est l'intériorisation. Alors justement, c'est là où j'allais en venir. Vous l'avez évoqué, ces négociations des taux. Le taux de 15% et de 10% pour la Chine. Oui, c'est formidable. Un taux beaucoup plus favorable à la Chine plutôt qu'à nous, Européens. Et c'est là où j'en arrive. Est-ce que cet Occident, parce que American First, oui. America First selon Trump, oui. Est-ce que Trump et les États-Unis ont encore conscience de ce bloc occidental, ou eux-mêmes se sont dit ce bloc occidental ne sert à rien, l'Europe est plus un partenaire comme un autre, et peut-être même un boulet, peut-être pour Trump, que par exemple la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, Trump et les États-Unis ne sont pas prêts plus à s'ouvrir vers l'autre bloc, plutôt que intra-bloc dans son propre bloc? Ça peut être ça, mais pour moi c'est encore pire. L'empire américain, surtout depuis Trump, qui est quelque part un multipolariste à sa manière, accepte l'idée que bientôt il va falloir négocier des sphères d'influence, notamment avec les Chinois, peut-être même renoncer à Taïwan une fois que les puces auront été sauvées. Parce que le problème de Taïwan, c'est surtout le détroit. Bien sûr, c'est la mer, c'est le détroit, mais c'est aussi les puces. Mais Trump serait capable d'un deal à la mafieux. Je me donne telle rue, tu prends telle rue. D'ailleurs, il a commencé le message. Le Groenland, Panama, le Venezuela. En gros, il dit, il y a ma zone, et peut-être que le fait qu'il insiste tant sur sa zone, ainsi que le fait d'obliger les Européens à acheter des armes et du gaz de schiste américain, il montre que sa zone, c'est la doctrine Monroe, les Amériques, mais c'est également l'Europe de l'Ouest, parce que pour lui, c'est une création américaine, le plan Marshall, on lui doit tout. D'ailleurs, quand il était contre Nord Stream, à l'époque d'Angela Merkel, il disait souvent « c'est dégueulasse, les Japonais, les Allemands nous trahissent alors que nous avons libéré l'Europe du nazisme, ce sont des Munichois, ils devraient abandonner Nord Stream ». On voit bien sa façon de raisonner, c'est en gros, on a un droit de regard sur l'Europe. Donc l'Amérique est en train de se recentrer sur sa zone nord-américaine et centre-américaine, sur l'Europe,
Et c'est là qu'elle va se gaver sur l'Europe, parce que contrairement à l'Amérique, c'est une zone qu'elle contrôle, comme l'Amérique, mais où elle peut se gaver, parce que là, il y a beaucoup d'argent. Et là, on impose donc des tarifs inégaux, puisqu'on n'a pas le choix, puisque nous sommes un protectorat américain, nous sommes défendus par l'OTAN, et donc il a imposé aussi une augmentation des budgets consacrés à la défense, ce qui va faire en sorte que l'Amérique continuera à contrôler l'OTAN, puisqu'on n'a pas changé les statuts de l'OTAN. L'Amérique contrôle l'OTAN alors qu'elle est minoritaire. Il n'y a que 2 pays nord-américains dans l'OTAN, tous les autres sont européens. Il va continuer à contrôler la défense européenne et la sécurité, et donc il va décider qui est l'ennemi, qui est l'ami. Quand vous avez le contrôle d'une organisation de sécurité et que vous n'êtes pas chez vous, ça veut dire que vous commandez la personne, vous commandez cette zone, et en plus, il va se gaver puisqu'on va acheter du gaz de schiste beaucoup plus cher que le prix du marché, et on va continuer à acheter des armes américaines, mais pour continuer une guerre qui a été voulue par les Américains, mais qui va être continuée par nous, nous allons prendre le risque et les coûts. Et l'Amérique va faire ce qu'on appelle, et j'insiste beaucoup dans le livre là-dessus, l'Amérique aujourd'hui, elle n'est pas isolationniste. Elle pratique ce qu'on appelle le offshore balancing. Le offshore balancing, ça s'appelle ça veut dire l'équilibrage à distance. L'Amérique a compris que c'est trop coûteux de gérer tout le monde. Donc, on se recentre sur les Amériques et l'Europe. Dans le reste du monde, on va faire des deals qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas à intervenir directement, et on va déléguer aux Européens la gestion de l'Eurasie, qui a toujours été un enjeu, empêcher que l'Eurasie soit dominée par le heartland russe. Ça, on va le déléguer aux Européens, ils vont prendre les risques et les coûts, mais nous, on va s'entendre sur le dos des Européens avec les Russes. Nous, on va s'entendre avec les Russes au même moment où on va dire aux Européens de ne pas s'entendre avec eux. C'est assez extraordinaire. C'est ça, plutôt, ce qui est en train de se passer. C'est pas un désengagement de l'Europe, c'est maquer l'Europe, mais en payant moins qu'avant. L'Europe va être plus vassalisée puisqu'elle va être obligée d'acheter du gaz de schiste que nous avions interdit en Europe. Nous n'avions pas le droit de consommer du gaz de schiste en Europe, et bien maintenant, on va consommer du gaz de schiste américain. Plus d'armes, plus d'énergie américaine, plus de produits culturels, puisqu'ils ne sont pas inclus dans les deals. On va continuer à être envahi de produits culturels. Quand je dis envahi, on pourrait dire, oui, mais il est un peu ringard, ça fait presque communiste, oui, ça fait tiers-mondiste, si les gens écoutent de la musique américaine. J'ai souvent entendu des gens qui ont la naïveté de croire que si on aime la musique américaine, les stars américaines, les séries américaines, c'est parce que c'est mieux, parce que c'est une volonté. C'est pas une volonté, c'est parce qu'on a été formaté. Bien sûr. Depuis tout jeune, nous sommes habitués au American Dream, puis aussi il y a des économies d'échelle. Quand vous avez une production américaine cinématographique ou une série ou un grand tube, il est déjà méga rentable. Il est méga rentabilisé aux États-Unis. Ils peuvent le brader à rien. Aucune industrie limitée à cause de la langue, parce qu'à cause de la langue, on ne pourra pas faire une industrie aussi unique aux États-Unis. Comme les industries culturelles, tant qu'il n'y a plus de collaboration comme avant entre l'Italie, l'Espagne et la France, comme on ne peut pas faire une industrie culturelle, cinématographique et musicale européenne à cause des barrières des langues, on n'aura jamais un marché qui soit aussi performant que le marché américain. On n'aura jamais les mêmes économies d'échelle. On n'aura jamais le même argent qu'on peut mettre dans une super production, parce que la France, elle pourra pas mettre autant de millions dans une production que Spielberg. Parce que Spielberg, c'est tout le marché américain. La France, c'est le marché francophone. Au mieux, France, Belgique, quelques Canadiens, un peu Suisses, pays d'Afrique. Voilà, et quelques pays d'Afrique, mais même eux, pour l'audiovisuel, par exemple, ils écoutent très peu nos musiques. Ils ont leur musique africaine. Oui, bien sûr. Ils ont d'ailleurs des musiques africaines. Moi, j'ai été frappé un jour, j'étais à un festival de musique africaine. C'est d'une beauté. Les gens croient que la musique africaine, c'est que le tam-tam, mais c'est d'une beauté. J'ai entendu des rythmes et plutôt des harmonies et des chants, des voix qui vous donnent la chair de poule. C'est des choses absolument magnifiques. Et puis c'est des choses qui ont influencé toutes les autres musiques, notamment américaines, le rhythm and blues, etc. Alors voilà, le rythme vient d'Afrique. Mais comme le Brésil, l'Afrique et le Brésil n'ont pas que le rythme. Souvent, on est réduit à ça. Ils ont des mélodies d'une beauté, nous, on n'est plus habitués aux mélodies, puisque on a des musiques style, vous savez, c'est la matrice du rock and roll, du blues et du jazz. C'est à peu près les mêmes gammes. On a des musiques qui sont surtout des rythmiques avec rarement des mélodies, mais plutôt des vocalisations. On va faire du haut et du bas, des vocalisations, mais c'est le contraire d'une mélodie. Une mélodie, elle vous donne la chair de poule, c'est émouvant. Eh bien, l'américanisation fait qu'on n'est plus capable de produire ça. Bref, l'Europe est envahie par une industrie américaine contre laquelle un pays européen uni ne peut pas être compétent. Alors, vous pourrez me répondre, ça justifie l'Union européenne? Ben justement, non.
puisque l'Union européenne n'a pas réussi à supprimer les langues nationales. Et là, il faudrait vraiment des milliers d'années. Quelqu'un avait voulu faire de l'espéranto la langue de l'Union européenne, la langue de l'Europe. Si nous avions pris le latin, pourquoi pas? Les Israéliens ont fait revivre une langue morte que parlaient seuls les rabbins ou dans les offices religieux. Aujourd'hui, c'est une langue que parlent mal d'ailleurs, hein, mais les Israéliens y parlent mal parce que certains sons sont partis entre-temps, hein, notamment le ha. Oui, ils ont retransformé la langue. Le ha, ils le disent ra. Donc certains sons sont partis, mais ils ont quand même fait ressusciter une langue, même s'ils ne le parlent plus comme les vrais sémitiques, puisque dans les langues sémitiques, il y a aussi le ha, hein, et il n'y a pas que le ha. Les Israéliens, comme ce sont des anciens qui venaient d'Europe de l'Est, ils ne savaient pas prononcer les sons communs à l'hébreu, à l'arabe et à l'araméen. Alors justement, Israël, c'est intéressant. On aurait pu faire ressusciter une langue unique, latin ou espéranto. Non, on a choisi une langue commune, c'est pas pareil. On a une langue commune qui est la langue de l'impérialiste américain, mais ce n'est pas devenu une langue unique. Donc on a structurellement, on est incapable de produire un marché culturel européen puisqu'il n'y a qu'une langue commune, l'anglais, qui est une langue de travail, que seule une élite parle pas trop mal, mais le peuple ne la parle pas ou très très mal. Et on a des langues uniques de chaque pays qui persistent à empêcher un marché unique linguistique. Donc on ne pourra jamais résister à l'industrie culturelle américaine. Ça veut dire quoi? Nous allons être de plus en plus américanisés au niveau des mœurs, au niveau musical, au niveau des mentalités, puisque quand vous regardez que des films américains, ben vous raisonnez comme un Américain, avec le bien, le mal, le cow-boy, et d'où notre manichéisme, notre incapacité à voir le monde de manière plurielle. Ça vient aussi de l'américanisation. C'est vrai que c'est intéressant cette inversion de l'histoire, parce qu'on a l'impression que nous sommes les cousins des Américains, alors qu'il ne faut pas oublier que les Américains sont surtout des Européens à la base. Et oui. Mais on a l'impression effectivement que c'est l'inverse. Les plus doctrinaires, qui étaient des pasteurs protestants, presbytériens, quakers, ils venaient des sectes les plus fanatiques, et ils étaient persécutés souvent, soit par le luthérianisme, mais surtout par le catholicisme, mais aussi dans certains pays luthériens, c'était des sectes qui étaient autres que le luthérianisme, c'était des sectes protestantes déjà dissidentes. Et ces pasteurs ultra fanatiques qui voyaient l'Amérique comme la nouvelle terre promise, avec le droit d'exterminer d'ailleurs ces peuples autochtones indiens, c'est quand même quelque chose qui est assez fanatique et très manichéen, avec le bien, le mal. Il y a Dieu qui nous a donné une terre, on a le droit de massacrer les autres. Donc, ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour nous. Et donc, nous, à force d'être américanisés, nous prenons ce manichéisme américain. Le bien, le mal et le droit de bombarder les méchants, la politique du big stick, qui est très, très américaine. Alors qu'à l'époque de De Gaulle, ou même à l'époque de Jean Jaurès, regardez les élites avant l'américanisation de l'Europe. Elles étaient beaucoup plus subtiles, capables de multipolarisme. On n'avait pas ce manichéisme, botter les fesses des gens dans le monde parce qu'ils sont pas dans la démocratie libérale. C'est venu avec l'américanisation des mœurs. Alors, justement, peut-être dernière question pour conclure cet entretien. J'aimerais quand même revenir sur le rôle d'Israël. Alors, Israël, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans ce bloc occidental? Est-ce qu'il est dans ce bloc post-occidental? Est-ce qu'il est dans son propre bloc aussi, peut-être? Est-ce que Israël n'est finalement pas l'un des rares pays à pouvoir jouer sa propre partition? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui n'est pas connu, alors bien sûr, les antisionistes, anti-israéliens radicaux vont voir l'Israël soit comme une colonie américaine, et pour les plus antisémites, soit carrément pour une élite qui dominerait les États-Unis. Mais dans les deux cas, ils ne voient Israël qu'avec le prisme d'un des cœurs de l'Occident. Certains même croient que les Juifs et Israël et le lobby juif mondial contrôleraient tout l'Occident. L'Occident ne serait qu'un instrument du judaïsme dont la maçonnerie et le sionisme seraient deux sous-structures. Et après, les chrétiens naïfs et les autres, les agnostiques, seraient des espèces d'obéissants. En vérité, Israël est beaucoup plus multipolariste qu'on le croit. Israël a de très très bonnes relations avec la Chine, d'extrêmement bonnes relations avec l'Inde. Alors là, c'est extrêmement bonnes relations, avec d'ailleurs une existence d'une petite communauté de juifs indiens, des très très bonnes relations avec l'Inde. Au niveau sécuritaire, Israël collabore beaucoup avec l'Inde, notamment contre l'islamisme radical. Israël, c'est pas connu, a de très très bonnes relations avec la plupart des pays d'Afrique noire. Israël est autant présent en Afrique noire, pratiquement, que la Russie, et moins présent que la Chine, mais presque autant que la Russie. Israël a énormément d'entrepreneurs, de sociétés de sécurité
qui font du travail comme Wagner, mais un peu plus professionnel, un peu plus souple, avec la brutalité en moins. Par exemple, sécurisation, le golfe de Guinée, la Tanzanie, l'Ouganda, des pays, des pays d'Afrique aussi, bien sûr, surtout de anglophones, mais de plus en plus francophones aussi. Donc Israël est très multipolaire. Il n'y a que dans certains pays musulmans qu'il y a un blackout total, comment dirais-je, un rejet. Et encore, 22 pays de la Ligue arabe ont décidé cet été, à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite, de bannir totalement le Hamas du futur de Gaza. Donc même le monde arabe est moins manichéen que nous-mêmes. Les pro-palestiniens en Europe ont une vision du Hamas qui est plus favorable que beaucoup de pays arabes. Bon, ça, c'était peut-être un peu en dehors du sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Amérique latine, en Chine, en Inde et en Russie, Israël a de très très bonnes relations. Il n'y a pas de contentieux grave entre Israël et la Russie, bien qu'ayant des ennemis qui les distinguent, puisque l'Iran est l'allié, non pas contraignant, mais un allié opportun de la Russie, mais l'Iran est le pire ennemi d'Israël. Et pourtant, bien qu'ayant cette pierre d'achoppement qu'est l'Iran, comme ce sont deux pays qui raisonnent en pragmatisme et en survie pour Israël, pragmatisme pour les Russies, ils se disent, bon, il y a un problème entre nous, c'est pour Israël, c'est l'allié azéri qui déplaît parfois aux Arméniens et aux Russes, et pour les Russes, bien sûr, l'allié iranien des Russes déplaît aux Israéliens. Donc il y a des pierres d'achoppement, mais chacun sait que pour les Russes, c'est normal d'être traditionnellement proche des Arméniens, même si ça a changé récemment, et d'autres répondent, pour les Israéliens, c'est normal d'être proche des Azéris. Ils arrivent à comprendre, un de tes amis est mon ennemi, mais je le comprends, c'est ton intérêt, mais par contre, ne me reproche pas moi. C'est le respect des intérêts de chacun. Voilà, ils arrivent quand même à se parler. Ils ne sont pas en froid. Ils ont beaucoup plus de relations entre Russes et Israéliens qu'entre l'Europe de l'Ouest et les Russes. Bizarrement, bien que l'Iran soit entre les deux, les Russes et les Israéliens collaborent chaque jour pour bombarder des positions du Hezbollah ou de djihadistes en Syrie. Il n'y a jamais eu d'interruption de la collaboration sécuritaire. Deuxièmement, Poutine a toujours dit, moi vivant, jamais Israël sera en danger de mort. Je ferai en sorte qu'Israël ne sera jamais en danger de mort. Ce sont l'ancienne professeure qui était comme une mère pour lui, habite en Israël, et il dit souvent la plus grande minorité linguistique après les hébraïsants, avant même les francophones, c'est les Russes. Que ça soit des Russes ashkénazim qui sont venus il y a très longtemps, ou des Russes récemment, ou des Ukrainiens, ou des Biélorusses, ou des gens d'ex-Union soviétique, ou des Kazakhs qui sont russophones, mais qui ont des vagues origines juives. Parfois, c'est très vague. Parfois, ils sont restés orthodoxes. Eh bien, il y a une énorme communauté russe. Moi, je vois à Ashdod, bien sûr, tout est écrit en russe, en plus de l'hébreu, russe, hébreu. Donc, il y a une énorme présence. Donc voilà, Israël, pour vous répondre, elle est plus complexe qu'un simple pays qui serait un pion ou un lobby des Américains. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et alors, dernière question quand même pour conclure, parce que vous l'avez évoqué, ça m'a fait penser à ça. Est-ce qu'au final, ça a servi à quelque chose de faire la bise à notre ami le goéland syrien? Ah oui, parce qu'au final, il se tourne. Ah oui, le goéland, c'est pas mal comme surnom. Le goéland. C'est vrai que pour nos auditeurs, pour ceux qui sont pas arabophones, El Joulani, puisque nous on dit Golan, mais en arabe Jolan. Donc l'homme du Golan. L'homme du Golan. Joulani, c'est son surnom de guerre en fait. Ça veut dire l'homme qui vient du Golan. Et pour nos auditeurs, pour ceux qui savent pas, le Golan est peuplé beaucoup par des Druzes, qui sont des tribus arabes de religion hétérodoxe très mal vues par le sunnisme. Et comme ils ont toujours été persécutés par la charia des sunnites, bien souvent les Druzes en Israël sont très très pro-israéliens. Ils sont dans l'armée. Et même les Druzes du côté syrien sont souvent assez philo-israéliens, surtout depuis qu'ils sont attaqués par les djihadistes. Et donc, voilà, c'est pour ça que je précisais ça. Monsieur Joulani, l'homme fort de Damas, dont le nom veut dire qu'on va récupérer le Golan, eh bien, aujourd'hui, il est très malin, il est en train de se rapprocher des Russes. Alors, et finalement, voilà, c'était ça ma question. Est-ce que ça a servi à quelque chose de l'accueillir en costume à l'Élysée avec Emmanuel Macron? Est-ce que ça a servi à quelque chose de lui faire cette bise pour qu'au final, il se rapproche de la Russie? En fait, pour nos auditeurs, en 2011, pendant le printemps arabe, la CIA a développé un programme
cofinancé à hauteur d'1 milliard par la CIA, mais cofinancé à hauteur de 5 milliards avec la Turquie et surtout les pays du Golfe. C'était le programme Timber Sycamore. Ce programme Timber Sycamore consistait à financer des djihadistes qui rentraient dans le rang et qui étaient soit proches de la CIA, soit proches des services secrets turcs, le MIT. Et donc, il y a eu toute une soupe qui a été mise en place, qui réunissait des pro-turcs, des pro-saouds, des pro-qataris, des pro-frères musulmans et des anciens d'Al-Qaïda et de Daesh qui acceptaient d'être financés par un programme occidental, mais aussi qatari, et appuyé politiquement et stratégiquement par les Turcs. L'idée, c'était d'utiliser la poche de djihadistes du nord-ouest de la Syrie, qui avaient fui les bombardements iraniens et surtout russes. Dans le cadre de la guerre civile syrienne, ils s'étaient réfugiés dans le nord de la Syrie, et Joulani était devenu le chef de la plupart, puisque le gros des troupes de djihadistes réfugiés dans le nord-ouest de la Syrie, c'était des anciens d'Al-Qaïda, El-Nosra, qui sont devenus Hayat Tahrir el-Sham, donc la libération du Sham, qui veut dire le Proche-Orient. Et cette organisation, quand il y a eu la guerre en Ukraine, les Russes étaient trop occupés avec l'Ukraine, ils pouvaient moins bien défendre Bachar al-Assad, et en plus, il y a eu cette guerre entre Israël et le Hezbollah, qui a été très préjudiciable aussi pour Bachar al-Assad, puisque Bachar al-Assad a perdu un de ses protecteurs, le Hezbollah, et comme l'Iran savait qu'il allait être frappé bientôt, l'Iran s'est désengagé. Donc la Russie s'est désengagée, l'Iran, le Hezbollah, Bachar s'est retrouvé extrêmement fragile, et c'est là qu'on a trouvé les stockades, le moment juste pour frapper Joulani, aidé par les Anglais, les Américains, les Turcs et les Qataris, mais aussi les Ukrainiens qui leur ont donné des systèmes de drones et leur ont appris à piloter les drones. Ça, c'est assez oublié, puisque depuis 2016, il y avait beaucoup d'anciens djihadistes anti-russes syriens qui avaient trouvé refuge en Ukraine parce qu'ils avaient le même ennemi, la Russie. Et donc, Joulani est arrivé, et nous, on l'a beaucoup appuyé, parce que c'était un homme qui était... Vous savez que j'ai fait le profil, dans un article de Valeurs, j'ai regardé le profil de tous les ministres régaliens de Joulani, intérieur, renseignement, affaires étrangères et défense. Tous ont été des interlocuteurs de la CIA et du MIT. Donc, les services secrets américains et les services secrets turcs. Donc, c'était la fameuse, c'était dans le cadre de Timber Sycamore. Et tout ça pour rien, puisque on a fait ça. Pourquoi? Pourquoi on a mis des djihadistes en Syrie? Parce que c'était ceux qui voulaient le plus renverser Bachar al-Assad. Et pour nos auditeurs, on a voulu renverser Bachar al-Assad parce qu'il était pro-russe, parce qu'il était allié stratégique de la Russie, et parce que les seules bases russes militaires en Méditerranée, à Hmeimim et à Tartus, elles étaient en Syrie. Donc on croyait qu'en mettant des islamistes anti-Bachar en Syrie, eh bien la première chose qu'ils feraient, ce serait mettre en danger les bases militaires russes pour faire perdre un appui russe dans une mer chaude, la Méditerranée. Or, quelques mois après, les Russes qui sont très pragmatiques, c'est là qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas vraiment d'amis, ils ont dit à Bachar al-Assad, tu as déconné, on t'avait dit de négocier avec les Turcs parce que sinon ils allaient te faire un sale coup, tu nous as pas écouté. Ils l'ont abandonné très rapidement. Ils l'ont permis de quitter le pays, comme Maher est parti en Irak, le frère de Bachar, mais en gros, ils l'ont abandonné. Il n'y a pas eu de volonté de résistance parce que les Russes ne voulaient pas tomber dans le piège de la diversion, et envoyer des troupes russes en Syrie, ça aurait été en moins sur le front ukrainien. Pareil pour l'incursion vers Koursk, dans le territoire russe. C'était un piège ukraino-occidental, et les Russes ne sont pas tombés dans le piège. C'est pour ça qu'ils ont mis longtemps à récupérer, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de troupes ukrainiennes. Ils ont pris des gens qui venaient un peu de partout. Et donc, ils sont assez quand même stratèges, ils savent piloter. Et quand Joulani, l'homme que l'on a mis au pouvoir, bien qu'il soit recherché pour terrorisme, on a encore des photos de lui il y a 2 ans, même pas 1 an, avant Noël 2024, on avait des photos wanted, recherché 10 millions de dollars pour celui qui donnera des indications où se trouve Monsieur Joulani. Maintenant, il s'appelle El Shara. Il a une barbe plus courte que la vôtre et il a un beau costume. Il ressemble de plus en plus à un frériste modéré. Bientôt, ce sera même plus un frériste. Il ressemblera bientôt à un conseiller d'Erdogan. Et donc, il a déclaré que non seulement il allait maintenir les bases militaires russes en Syrie, ce pourquoi nous l'avons aidé pour en fait les supprimer. Il a dit qu'il les garderait, mais mieux, il a dit que la Syrie de Joulani, de El Shara, maintenant son vrai nom, allait honorer tous les contrats stratégiques, les engagements stratégiques
qui impliquaient Bachar el-Assad allaient tous être maintenus par la nouvelle Syrie. Donc, tout ça pour rien. Entre-temps, donc, les Russes gardent leur base en Syrie, mais en plus, au cas où ils les perdent, entre-temps, ils ont prévu un plan B, ils ont transféré les systèmes d'armes en Libye, dans le sud de la Libye, et dans la zone du général Haftar en Libye. J'en parle dans mon livre, il y a tout un chapitre sur les conséquences de la guerre en Ukraine et sur les répercussions Syrie, Libye, Caucase, Proche-Orient. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, des systèmes d'armes russes à Sebra en Libye menacent les forces de l'OTAN à quelques centaines de kilomètres. Donc quand on a dit, je me rappelle des amis dans mon club géopolitique à Rome, très atlantistes, me disaient, mon ami Ciro, il m'en voudra pas, je le cite, il me disait, les Russes ont perdu un pion énorme en Méditerranée, ils sont grillés, ils n'ont plus d'accès à la Méditerranée avec des bases. Non seulement ils ont gardé la Syrie, mais maintenant ils ont également plan B, la Libye. Et la Libye, c'est 300 kilomètres des premières forces de l'OTAN, du sud de l'Italie, qui sont des forces importantes de l'OTAN. Ça veut dire que l'OTAN maintenant est directement sous la cible, est directement la cible dans le rayon d'action de missiles et d'antimissiles russes qui sont postés en défense du général Haftar, qui risque bientôt de prendre avec ses deux fils toute la Libye. Et pourquoi je dis ça? Parce que la Turquie elle-même se prépare à recevoir cette information. Elle a reçu les deux fils de Haftar en Turquie, et la Turquie ne veut plus se battre maintenant pour Tripoli, et elle risque de laisser toute la Libye aux mains de Haftar, qui est l'homme de la Russie. Alexandre Delval, merci. Merci à vous. On peut retrouver d'ailleurs votre livre en lien de cette vidéo vers la fin du monde post-occidental, fin du monde post-occidental plutôt. Merci d'être venu ce soir, merci pour cet entretien. Bon, vous êtes un peu chez vous, donc vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, c'est important pour le référencement et pour nous récompenser de notre travail. Merci encore, et puis à très vite. Je le ferai moi-même.